Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour Marion. Nous sommes ici aux Échos ce matin pour parler de Frontières.com. C'est un nouvel ouvrage qui est dédié justement à la façon dont le monde est façonné aujourd'hui. On va en parler, on va rentrer dans le détail, on va évidemment parler de souveraineté. Vous êtes surtout aussi un spécialiste, je crois, en cybersécurité, spécialiste notamment de la stratégie en cybersécurité chez Trend Micro, je crois. Effectivement, l'idée c'est de comprendre la menace à la fois d'un point de vue technique, mais également stratégique. Comment est-ce qu'elle s'organise, elle se coordonne et éventuellement elle va puiser dans des actions passées. Et donc c'est important d'avoir une vision à long terme. Les frontières, c'est un mot qui pèse lourd parce que vous dites dans votre livre que justement les enjeux des GAFA qui ont finalement les prérogatives des États, ce sont les entreprises aujourd'hui du numérique qui façonnent ces frontières. Mais c'est aussi d'autres enjeux qui sont politiques, économiques, géostratégiques. Ça va très loin aujourd'hui, ce simple mot frontière. Oui, parce que en fait, on considère juridiquement qu'un État, pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un système juridique qui s'exerce sur une population rassemblée sur un territoire. Il faut ces trois composantes. Et en fait, ces acteurs du numérique ont créé des dimensions qui sont à la fois des utilisateurs, donc une population, des infrastructures qui seraient globalement un territoire à part entière, et puis un système juridique, leurs conditions générales d'utilisation, qui vont produire de la norme, des systèmes de responsabilité, éventuellement de sanctions, dès lors qu'ils décident de suspendre ou de fermer tel ou tel compte. Et donc effectivement, on a des structures qui sont parties d'une feuille blanche et qui sont devenues des acteurs à la puissance des États, financière, institutionnelle et même en termes de production normative. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé sans que presque finalement on ne l'ait pas vu avant? Parce que ça s'est fait par sédimentation. Au début, c'était des acteurs qui demandaient l'indulgence presque des parties prenantes, des États. Pourquoi? Parce que c'était des activités émergentes, balbutiantes. On ignorait quels pouvaient être les enjeux de leur grandissement, le fait qu'elles allaient obtenir des tailles importantes. Prenons un exemple. Amazon, c'est vrai, au début a démarré sur une librairie, est devenu ensuite un commerçant de la globalisation, jusqu'à devenir, avec une activité parallèle, un des hébergeurs principaux à l'échelle mondiale de cette donnée qui nourrit, irrigue, structure l'économie numérique, l'économie avec un grand E, c'est-à-dire la société telle qu'elle s'organise pour des services publics, pour des activités économiques, artistiques, industrielles et donc évidemment qui concernent tout un chacun. Les réseaux sociaux étaient hier vus comme un outil de démocratie, tout le monde se parle, on peut donner son avis. Et aujourd'hui, ça bascule parce que les réseaux sociaux déstabilisent les élections présidentielles dans quelques pays. Là, on est passé dans quelque chose de très... En fait, on a pensé évidemment ces outils comme étant des éléments d'émancipation. Donner la parole à chacun, la capacité de produire, de diffuser, de relayer une information. La seule chose, c'est que effectivement, ce qui va susciter de l'audience et donc dans la modélisation de la financiarisation de leurs activités, dès lors qu'on est sur des logiques de rémunération par l'audience, évidemment, ce sont des centres d'intérêt qui touchent le plus à l'émotion, peut-être l'exagération, qui vont être sur des domaines extrêmement violents, presque sur la capacité à susciter l'intérêt, à fidéliser l'attention de l'internaute, du mobinaute. Et donc effectivement, on a vu cet usage ouvert, alors même qu'on avait jusqu'à présent un droit de la presse, la loi de 1881 sur la presse, qui protège. Et qui surtout avait permis de transcender les évolutions technologiques. 1881, évidemment, la radio, la télévision n'existe pas, mais une rédaction bien pensée de ces textes permettait de passer outre ces évolutions technologiques. À partir du moment où on n'a pas octroyé le statut d'éditeur à ces plateformes, effectivement, on était dans un entre-deux, un apprentissage qui, effectivement, a pu susciter des débordements problématiques en termes sur la politique, on l'a vu sur les questions de santé, sur les questions de technologie, où, effectivement, sans tomber dans le Far West total, c'est-à-dire un lieu de non-droit, en tout cas un lieu d'affrontement à part entière. Vous dites que les frontières aujourd'hui se retrouvent dans le civil, c'est-à-dire, je prends l'exemple de certaines villes, vous dites que les gens se renferment un petit peu, créent des résidences sur des catégories socio-professionnelles qui correspondent à certains besoins, certains moyens, et que finalement ça aussi, dans les grandes frontières, je dirais, géographiques, il y a aussi ces frontières, je dirais, économiques et sociologiques, sociales finalement. En fait, on est dans un univers de porosité. Lorsqu'on avait justement des rôles
rôle bien défini entre l'État, les entreprises, les citoyens, les consommateurs, les électeurs, à partir du moment où, avec le numérique, on a permis l'hyper-individualisation, c'est-à-dire le fait de savoir ce qui se passe dans chaque rue, dans chaque foyer. On est capable de documenter sur la durée des pratiques liant les usages numériques. Effectivement, il y a eu un appétit de la part d'un certain nombre de consommateurs pour avoir, alors on le voit dans ce qu'on appelle des espaces sécurisés. C'est vrai que c'est frappant de voir que les espaces totalement privés, c'est-à-dire gérés par des autorités privées, ont cru dans nos cités et dans nos collectivités. Et donc l'espace public s'est réduit de manière à avoir justement les missions de sécurité, les missions d'entretien, les missions de cohésion du territoire gérées par des acteurs privés qui vont donc promettre un haussement du niveau de sécurité, une homogénéité de la population, et donc on va avoir des territoires fermés avec des résidences qui vont être closes, qui vont être surveillées, qui vont être filtrées d'ailleurs. Et donc ça, c'est aussi le numérique qui le permet, avec l'hyper-individualisation des territoires, le fait qu'on va pouvoir mesurer, quantifier et donc ainsi satisfaire des demandes de la part des consommateurs qui vont réclamer un espace qui leur ressemble ou un espace qui leur apporte les garanties de sécurité. Et donc c'est un univers de porosité, c'est pour ça d'ailleurs que ces frontières justement se sont transformées en péages, c'est-à-dire des structures qui sont gérées par déjà la monétisation et des entités privées, alors qu'en principe la frontière était dans l'apanage des privilèges d'État, le fait de désigner des territoires, de maîtriser les limites extérieures de ce territoire. On est donc passé de plus en plus de ces frontières à des péages, ce qui pose des questions effectivement d'autonomie, d'égalité entre les personnes et surtout de monétisation, de marchandisation sans précédent. Revenons un petit peu sur le contexte et notamment le contexte actuel. Il y a guerre, évidemment, on le sait aujourd'hui en Ukraine. Ces frontières-là, aujourd'hui, elles sont, on ne peut plus discuter parce qu'il y a des morts, soyons clairs. Certains experts n'hésitent pas à dire qu'aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de basculer au profit notamment d'un regroupement de pays puissances, évidemment, des grandes puissances comme la Chine, l'Inde et la Russie. Est-ce que vous croyez-vous à cet nouvel ordre mondial dont les cartes sont rabattues par les pays que j'ai cités? Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils cherchent à étendre leur poids politique, leur domaine d'influence sur des espaces, notamment l'espace numérique, qui est une prolongation naturelle. Pourquoi? Parce que c'est là où leurs activités économiques peuvent se développer ou prospérer, c'est là où leur population, leurs opinions publiques vont prendre des positions pour éventuellement s'organiser, se structurer, mais également pour communiquer à l'extérieur. Lorsque le vice-premier ministre ukrainien demande à Elon Musk de déplacer la constellation satellitaire Starlink au-dessus de l'Ukraine, c'est pour maintenir l'autonomie en termes de communication du gouvernement ukrainien, qui ainsi va pouvoir, malgré les dégâts causés aux infrastructures physiques qui sont au sol, continuer à jouer le jeu politique, diplomatique, avec une communication tous azimuts. On l'a vu quand le président Zelensky prend la parole devant la Knesset, devant le Parlement français, au Congrès des États-Unis ou même récemment devant les étudiants de Sciences Po à Paris. Et donc effectivement, on voit que l'entreprise va jouer un rôle avec sa capacité à amplifier ou à maintenir une activité politique, diplomatique. Et donc effectivement, c'était jusqu'à présent le rôle des États de jouer cette problématique d'influence et d'interaction. Là, on va voir des entreprises, pareil quand British Telecom décide dans les premières heures du conflit de rendre gratuits les appels vers et à destination et à l'origine de l'Ukraine, c'est un choix politique à partir d'une expertise technique et d'une capacité économique. Et donc on est dans un univers où effectivement le droit international voit arriver à impliquer de nouveaux acteurs, même l'Union européenne, lorsque le conflit a démarré, a envoyé une demi-douzaine d'experts cyber. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'engagement de forces opérationnelles, on était dans une expertise éminemment civil, mais qui devait avoir des éléments contributeurs pour assurer la maintenance des infrastructures et numériques notamment du pays et sa capacité à interagir avec le monde extérieur. Donc on voit que ce sont de nouveaux leviers que l'on active. Ce qui est important en tant que citoyen, c'est d'en avoir une claire conscience de manière à en discuter les modalités de déploiement et puis de comprendre effectivement quel est le rôle de chacun dans une nouvelle redistribution des puissances qui est
sans précédent par rapport à des rôles bien établis entre le monde civil, le monde militaire, l'état de paix, l'état de guerre. On est désormais dans un monde de porosité. Vous avez évidemment suivi les routes de la soie, les fameuses routes de la soie, ces infrastructures que la Chine, là où la Chine essaye de s'implanter, on pense à l'Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi les routes de la soie numérique. C'est là que la frontière me semble intéressante à replacer, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'expansion de la Chine sur son développement, je dirais, à l'extérieur de ses propres frontières, de son propre continent, dont on rappelle qu'il y a plus d'1,5 milliard d'habitants, eh bien, a complètement concordé aussi sur sa stratégie dans le numérique de pouvoir s'approprier des terres rares et donc certains territoires et certaines frontières. Vous l'avez suivi, j'imagine, comme beaucoup. Bien sûr. En fait, pourquoi? Parce qu'on est dans cette logique d'autonomie, faire en sorte d'assurer l'autosuffisance de manière à ne pas être dépendant de pays ou de coalitions tierces. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voit que même si on parle d'un monde numérisé, il va falloir faire des investissements dans le domaine bien physique des terres rares. Pourquoi? Parce que ce sont des matériaux qui sont indispensables à la création et à la fabrication des équipements du numérique. Et donc, on voit qu'il y en a une double géopolitique, à la fois sur la capacité d'innovation, détenir les brevets, détenir les acteurs qui sont capables de produire ces outils qui entretiennent, façonnent le monde numérique, mais également d'avoir un engagement quant à la disponibilité des éléments physiques, matériels de ces terres rares, de ces matériaux qu'il faut réunir, collecter et assurer les approvisionnements. Et ça, c'est effectivement sans précédent d'avoir une vision qui est un pied dans le numérique, un pied dans l'engagement territorial. Sachant évidemment qu'on a également une autre dimension dans ce monde numérique qui va être le monde informationnel, de manière à créer justement un climat plutôt favorable à ses intérêts stratégiques ou au contraire en dénigrement, en appui à des actions de déstabilisation de sa cible. C'est ce qu'on a vu effectivement en Afrique, voyant des campagnes de désinformation, on l'a vu également en Ukraine, qui viennent concomitamment pour préparer, amplifier un terrain physique. Comment vous envisagez, pour répondre à la question que vous posez, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend demain, justement dans le monde qui tourne, comment vous envisagez cette souveraineté? Par quoi elle va passer là, dans les étapes qui vont arriver? Alors déjà par une prise de conscience. Le gouvernement français a fait le choix, c'est une rupture alors sémantique mais qui est quand même chargée en symbole. Dans l'intitulé du ministre de l'économie de ce printemps 2022, il y a le terme de souveraineté numérique. C'est-à-dire que l'idée c'est pas d'avoir un enfermement sur soi en se disant que l'on doit être uniquement dans une économie vivrière et autarcique. Par contre, c'est d'avoir la maîtrise de son destin, c'est-à-dire comprendre les technologies, ne pas être dépendant d'autres quand il va s'agir de les faire fonctionner et surtout de savoir comment elles fonctionnent. Et ça, c'est important parce que, en fait, c'est ce que, d'ailleurs, dans un article pour les Échos, j'avais écrit en disant les entreprises doivent se mettre au hacking. Qu'est-ce que le hacking? Alors, peut-être par raccourci, on envisage que c'est du piratage. Non, absolument pas. C'est le fait, quand on a une technologie, d'en comprendre le fonctionnement et d'en personnaliser les usages en fonction de ses besoins réels. Et il est très important d'avoir des femmes, des hommes qui ont cet état d'esprit. Une technologie, je n'en suis pas un utilisateur passif, c'est-à-dire que je subis les fonctionnalités établies par un autre, mais j'essaye de maîtriser l'ensemble de ces composantes et ensuite je cherche à les adapter à mes besoins réels qui sont peut-être pas ceux de mon voisin. Et donc la souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre l'environnement technologique, ne pas le subir au sens des fonctionnalités qui ne me correspondraient pas ou qui pourraient me porter préjudice et éventuellement être capable d'en produire des alternatives. Et évidemment, là, c'est de l'économie qui rentre en jeu, faire en sorte que la création de valeur, le bénéfice, l'emploi soient portés sur des intérêts qui nous sont favorables et donc plutôt sur le territoire français, européen. Donc c'est un vrai exercice continu de connaissance des outils techniques et surtout ensuite de passage à l'échelle de manière à ce qu'au-delà de la théorie et de la maîtrise en laboratoire, on puisse avoir un déploiement opérationnel et qui rende des services à des entreprises, des administrations et des collectivités. Merci beaucoup Nicolas. Merci Marion. Arpagian, je rappelle que vous êtes l'auteur de Frontières.com qui paraît à l'Observatoire, Cyberguérilla, images, deepfake, vie privée, fake news, numérique, comment survivre à la confusion qui vient. C'est une très bonne question à laquelle on a répondu ce matin. Merci beaucoup, à bientôt.